N'oublions pas que le grand effort national et citoyen qu'on nous demande ne consiste pas à prendre les armes et à aller se battre, il consiste à rester dans un canapé. Ça va, on devrait pouvoir tenir. Alors, salut les amis, bienvenue sur Clac, nous sommes le 22 mars 2020, nous vivons une situation exceptionnelle, et qui dit situation exceptionnelle dit vidéo exceptionnelle, et qui dit vidéo exceptionnelle dit invité exceptionnel. On a l'immense honneur et on le remercie, David Lépée, on te reçoit aujourd'hui pour un entretien. Salut David. Salut. Et puis j'ai avec moi aussi Manu, le cofondateur de Clac. Salut Manu. Et moi-même, Salut. Thierry. Super, merci encore une fois David de nous avoir accordé cet entretien, évidemment un entretien par Skype. Donc je vais te présenter un petit peu avant de passer aux questions, David, si tu le veux bien. Donc tu es un écrivain intellectuel, auteur de nombreux textes sur des sujets comme la démocratie directe, ou le socialisme, ou le féminisme, pour certaines revues comme Éléments, auteur de plusieurs livres, c'est bien juste ? Tu me dis si jamais je me trompe. Oui, c'est vrai. Le socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge ? On va peut-être pouvoir faire quelques liens aujourd'hui entre ce qui se passe entre l'actualité et ton livre. Et Guillaume Tell, de l'histoire à la légende. Voilà, ça c'était un mediabook dans le cadre d'un coffret DVD paru chez Artus l'an passé. D'accord, et puis tu es aussi actif dans la médecine chinoise, c'est bien juste ? Voilà, professionnellement, je travaille dans un cabinet de médecine chinoise. Pas comme médecin, je le précise d'entrée, on va parler peut-être un peu médical, mais sans entrer dans des détails techniques qui dépassent mes compétences. On va plutôt parler de l'aspect, on va dire, sociétal, plutôt de l'aspect global. D'ailleurs, ça rejoint à ma première question. Est-ce que pour toi, David, est-ce que la démocratie directe aujourd'hui, parce que nous sommes en démocratie directe, montre-t-elle ses limites vis-à-vis de cette crise en Suisse qu'on est en train de traverser ? Je vois pas vraiment en quoi la démocratie directe pourrait montrer ses limites dans cette crise alors qu'elle n'est pas intervenue du tout depuis le début de cette crise. Ça, c'est évidemment une critique qu'on entend souvent parce que, oui, je fais partie des gens qui pensent que malgré tous ses défauts, le gouvernement chinois s'en est plutôt pas trop mal tiré, enfin dramatiquement parce que ce sont un peu des victoires à la Pyrrhus dès qu'il y a autant de morts. Ensuite, dans un deuxième temps, le gouvernement chinois s'est comporté d'une manière, avec, disons, une fermeté, un volontarisme qui a fini par le faire sortir gentiment, mais sûrement de cette crise. Or, ceux qui font le même constat que moi ont tendance à dire « Mais regardez, notre problème chez nous, c'est que nous sommes des pays démocratiques, donc qu'on n'ose pas prendre des mesures, ou qu'on prend des demi-mesures, ou qu'on attend, qu'on se consulte. » Non, absolument pas. Les mesures prises par le président chinois Xi Jinping ou le Conseil fédéral ou Emmanuel Macron, elles ne sont pas toutes efficaces au même titre, mais elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ne sont pas démocratiques. Je ne dis pas qu'elles devraient l'être, en l'occurrence, mais ce que je veux dire, c'est que la crise politique qu'on traverse actuellement en Suisse n'est absolument pas liée à la démocratie, laquelle a été de toute façon mise de côté. Elle est liée à une mauvaise gestion des politiques, qui sont tout aussi autoritaires que les autres, mais plus incompétents. Il faut une réaction forte dans tout le pays, et il la faut maintenant. D'ailleurs, on voit un certain décalage, je ne sais pas si tu vois un peu sur les réseaux sociaux, il y a des demandes qui viennent de la base, qui demandent par exemple le confinement total. Est-ce que tu as l'impression que nos conseillers fédéraux ou nos politiciens sont un peu pas déconnectés, ou est-ce que c'est plutôt un sentiment, qu'ils ont envie de responsabiliser le peuple ? Oui, la liberté individuelle est une valeur précieuse à mes yeux, mais effectivement, il faut pouvoir la hiérarchiser correctement. Et là, je pense qu'elle doit cesser de prévaloir face à l'effort collectif, qui a forcément un côté coercitif. Relatif, étant donné que ce qu'on nous demande, n'oublions pas que le grand effort national et citoyen qu'on nous demande ne consiste pas à prendre les armes et à aller se battre, il consiste à rester dans un canapé. Ça va, on devrait pouvoir tenir, puisque certains continuent à en faire qu'à leur tête. Alors l'enjeu économique qui est derrière, même s'il est gentiment de plus en plus dépassé, c'était d'attendre le plus possible pour ne pas interrompre l'activité économique en Suisse. C'est-à-dire, il y a deux semaines ou même moins, on avait ce même débat pour toute autre chose, c'est à savoir s'il fallait fermer les frontières ou non. Maintenant, c'est presque dérisoire, qu'on le fasse ou pas, au point où on en est. Mais si on ne l'a pas fait, ou si on l'a fait bien tard,
c'était parce que l'activité économique dépend en grande partie du passage des frontières, à la fois pour les importations, exportations, pour la circulation des capitaux et des marchandises, et aussi pour la circulation des travailleurs, notamment avec l'engagement de travailleurs frontaliers, qui d'ailleurs est un cercle vicieux, parce que on se rendait bien compte, surtout que ce soit côté italien ou même côté français ou allemand, mais surtout côté italien, que l'arrivée quotidienne de travailleurs frontaliers pouvait représenter un danger, et en même temps on savait qu'une grande partie de ces travailleurs frontaliers étaient actifs dans le domaine de la santé, dont on avait besoin. Alors maintenant, c'est un débat qui est fini depuis quelques jours, puisque ça ne fait plus aucune différence. Néanmoins, c'était ça le pari du Conseil fédéral, c'est essayons de tenir bon le temps que ça passe, de façon à ce que la croissance demeure et ne soit pas entravée. Mais au final, c'était reculer pour mieux sauter. Donc voilà, le Conseil fédéral a fait un pari qui non seulement est risqué pour la santé de la population parce qu'il a mis l'économie avant la sécurité, et en plus il a perdu son pari parce que non seulement maintenant le pays est infecté avec un taux de pénétration du virus qui est parmi un des plus élevés au monde proportionnellement, et en plus l'économie perd des plumes. Ça me fait penser à la fameuse phrase je crois que c'était Churchill qui disait si vous sacrifiez votre liberté pour votre sécurité, à la fin vous n'aurez ni la liberté ni la sécurité. Non mais justement, alors c'est là où je voulais en revenir un peu avant. On peut voir des décalages énormes, par exemple, entre la France d'un Emmanuel Macron qui sort des phrases chocs, qui sort 6 fois dans son discours le mot guerre, et on voit ce décalage par rapport à la Suisse où on est dans une collégialité en effet, et on voit qu'ils ont de la peine à prendre des décisions un peu plus concrètes. C'est vrai que les chiffres de la Suisse sont inquiétants. Je pense qu'il faut quand même les relativiser dans la mesure où la base sur laquelle ces statistiques sont faites dépend du taux de dépistage qui est très variable d'un pays à l'autre. Il est possible aussi que la Suisse soit victime peut-être de sa transparence, qui est pas complète, mais qui est peut-être plus complète que notre pays. Peut-être que la situation de la France est plus grave qu'on ne le pense, par exemple. Je suis pas sûr que la différence entre les deux pays soit énorme. Alors oui, Macron a tenu un discours beaucoup plus martial, mais bon, ce sont que des mots, il parle de guerre. Dans quel but parce que quand la France fait vraiment la guerre, par contre, lui, ce mot, il ne le prononce pas. Il prononce que quand il s'agit de faire la guerre à un virus. Le Conseil fédéral a fait preuve peut-être dans sa rhétorique d'un peu plus de mollesse, mais au final, les mesures sont à peu près les mêmes. Alain Berset disait, en critiquant sans les nommer les voisins français, qu'il ne voulait pas faire de la politique spectacle. Je peux comprendre qu'il en ait un peu marre des effets de manche et de l'esbrouffe de certains dirigeants étrangers. Néanmoins, c'est pas parce qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise et pas parce qu'il ne faut pas créer la panique qu'il ne faut rien faire pour autant. J'ai l'impression que le grand souci des autorités suisses pendant trop longtemps, c'était pas d'endiguer l'épidémie, mais c'était d'éviter la panique. Alors ils y sont très bien parvenus. Ils y sont tellement parvenus que vous sortez encore aujourd'hui, puis vous avez des gens qui flânent, qui folâtrent. Le peuple suisse a beaucoup de qualités, et parmi ces qualités, c'est qu'il visiblement il panique pas facilement. Tant mieux, ça évite les scènes d'émeutes, de violence, tant mieux. Néanmoins, il faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse, qui est cette insouciance qui, au bout d'un moment, devient coupable, surtout si elle est favorisée par un discours officiel qui craint avant tout, qui craint davantage la peur que la maladie. Mais je pense que c'est justement dans les sociétés qui rencontrent le moins de problèmes que les liens sont plus distendus, que les gens sont atomisés, donc individualistes, et qui rejoignent cette vision libérale selon laquelle, en fait, une société, pour autant qu'on en reconnaisse l'existence, n'est qu'une addition d'individus interchangeables qui n'ont pas vraiment de lien entre eux, qui s'additionnent, mais qui ne se connectent pas vraiment. Or, dans les moments de crise, et ça c'est un invariant dans l'histoire, et c'est le bon côté des crises, il y en a quand même, c'est que on est obligé de survivre ensemble, donc de tisser des liens de solidarité. Alors, notre crise actuelle, elle est paradoxale, parce qu'en même temps, on n'a jamais été isolé parce qu'on doit l'être. Donc évidemment, on n'est pas en train de se serrer les coudes physiquement. Mais quand même, il existe tout un ensemble. Je vois les gens autour de moi, dans les quartiers, dans les villages, les jeunes qui proposent aux personnes âgées d'aller faire leurs courses. Alors c'est peut-être des gens qui se voient pas physiquement, qui parlent au téléphone ou derrière une porte, donc il n'y a pas forcément un contact physique, mais c'est de la solidarité réelle quand même. Et c'est agréable de voir parce qu'on a trop tendance à voir que les mauvais côtés de
de l'homme, et quand il y a une crise, on dit ah ben regardez ces gens qui font n'importe quoi et qui dévalisent les rouleaux de PQ, ces épiceries de banlieue qui sont pillées par des voyous, ces réactions égoïstes, cette violence. Alors oui, ça existe, on n'est pas vraiment surpris, mais néanmoins il y a aussi tout le reste. Il y a au contraire justement cette solidarité, cette façon d'aller voir les voisins, alors qu'avant on ne le faisait pas. C'est pas parce qu'on les aimait pas, mais c'est parce qu'il y avait tellement peu de besoins qu'on était pris par nos propres affaires, et ça nous oblige à nous reconnecter les uns avec les autres. Ou bien je pense à certains amis qui quand ils ont appris la mobilisation militaire, se sont portés volontaires avant même d'avoir été mobilisés. C'est tout des comportements, on peut appeler ça du patriotisme, on peut appeler ça de la solidarité, on peut appeler ça de l'entraide, du vivre ensemble, c'est la même chose. Et ça, bon, on en parle moins parce que ça fait moins de polémiques hargneuses sur les réseaux sociaux, mais ça existe. Ensuite, tu citais le cas de l'armée. L'armée a été mobilisée dans les deux pays, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Et là, je pense que c'est plutôt un bon point en faveur de la Suisse, que ce soit celle de ses institutions, de ses mœurs ou de la situation générale, c'est qu'une grande partie de l'armée suisse a été mobilisée pour venir en aide aux soins. L'engagement des soldats en France, c'est un peu plus compliqué. J'ai pas toutes les informations, mais il semblerait qu'un des motifs de l'engagement, ce soit de faire respecter le confinement. Donc on est plus dans le sanitaire, on est dans le sécuritaire. En tout cas, c'est très intéressant ce que tu dis justement, ce rapport entre chaque pays. Et est-ce qu'on ne voit pas aussi là maintenant un peu les limites de cette Union européenne? Oui, c'est un discrédit porté au projet européiste et au premier titre un pays comme l'Allemagne qui est censé avoir le leadership de ce projet et qui s'est très mal comporté, notamment qui se soit très mal comporté par rapport à nous avec ces histoires de masques qui viennent de Chine et qui disparaissent mystérieusement sur le sol allemand. Bon, c'est pas fair play, c'est même de l'ordre à mon avis du scandale diplomatique, mais on pourra dire à la limite, on n'est pas dans l'Union européenne, c'est de bonne guerre, mais ils font pareil et pire avec l'Italie, qui est donc le pays frère. L'Italie, qui est le pays qui souffre le plus, et finalement qui est venu à son secours, la Chine, qui n'est pas particulièrement un pays voisin. Pour que un virus comme ça, parti de pas grand-chose dans un coin du monde, que ce soit pour une affaire de laboratoire douteux ou de sandwich au pangolin, à la limite c'est presque un détail, et dégénère en une pandémie mondiale à ce niveau-là, il faut quand même que l'organisme mondial soit déjà vicié à la base. Là, c'est chacun pour soi, c'est le retour aux États-nations, pour le meilleur et pour le pire, et c'est presque un acte de démission de la part de Bruxelles. Something I know is true, but God